bonsoir à tous. À la une de ce journal, la promotion de l'éducation de base est une mission presque impossible dans plusieurs régions les plus pauvres du Cameroun. Malgré les taux élevés d'échecs scolaires, les investissements dans ce secteur s'avèrent insuffisants, notamment dans plusieurs localités où les écoles publiques présentent des visages lugubres et des cadres inconfortables pour l'encadrement des écoliers. Illustration dans la région de l'Adamawa. Et à l'international, la justice ougandaise lève l'assignation à résidence de Bobi Wine. Pendant ce temps, le gouvernement centrafricain se félicite de la reprise de plusieurs localités tombées entre la main des rebelles. Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette tragédie survenue dans le sud, principalement à Kribi, là où une femme et son enfant ont été tués calcinés dans un incendie survenu dans la nuit de lundi à ce mardi. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, on n'a pas pu sauver cette femme et son enfant. De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Le récit des faits avec Joseph Abena. Il était 6h30 lorsque les flammes géantes sont aperçues dans cette concession privée de la cité balnéaire de Kribi. Le secours des sapeurs-pompiers arrivés en urgence peine à maîtriser les flammes. Dans la foule des curieux, un homme est inconsolable. Sa femme et son enfant de 6 ans sont coincés à l'intérieur de cette maison en flammes. Après des dizaines de minutes, des soldats du feu arrivent à vaincre les flammes, mais les dégâts sont irréparables. Une dame et son enfant complètement calcinés et pratiquement rien de sauvé. Le feu arrive autour de 6h du matin, moi je suis en train de dormir. Je vois une voisine commence à crier au feu, le feu, le feu. Ça alecte dans le voisinage. Le voisinage se lève et vient constater que le feu avait pris l'ampleur. Moyen de sauver que ce soit rapide puisque le feu était là. Le feu était là, tout envahir la maison. Je pense que c'est depuis 7 heures ce matin que j'ai été informé alors que je m'apprêtais à me rendre au boulot. J'ai été signalé par mon fils qui vient vers moi et me dit papa, il y a un incendie grave qui se passe pas loin de la maison. Très immédiatement, je me suis rendu sur le lieu. J'ai trouvé que la situation avait pris des proportions très élevées et le feu était inutilisable. J'ai essayé rapidement d'être en contact avec le sapeur-pompier. J'ai appelé le maire de la ville, j'ai appelé le maire de Kribi deuxième. Et puis je suis venu sur le terrain. Grâce à l'intervention forte de la population, nous avons tout au moins réussi à maîtriser à notre niveau. Mais il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers qui n'ont pas tardé à arriver sur le lieu. Et je crois que peu à peu, ils ont réussi à maîtriser la situation. Les premières informations pointent un doigt accusateur sur cette bouteille de gaz dont la manipulation n'a pas été contrôlée. À présent, voici le visage d'une éducation abandonnée dans l'arrière-pays. Créée il y a 2 ans dans la région de l'Adamawa, l'école publique de Mbidou n'a pas de table-banc. Les écoliers sont assis sur des piquets en bois ou à même le sol pour suivre les cours. Un inconfort propice aux maladies de la colonne vertébrale. Une école quasiment oubliée par les autorités locales, une situation qui illustre les difficultés criardes de l'éducation de base dans l'une des régions les plus pauvres du Cameroun. Reportage Jean-Blaise Noupéé, Mathilde Akemazou et Donald Brice Kamgan. Des voix pour la patrie, mais la peine dans l'âme. Bienvenue à l'école publique de Bidou. Nous sommes dans l'arrondissement de Ngangha, département de l'Anvina, dans la région de l'Adamawa. C'est assis sur des piquets en bois que ces écoliers prennent des notes. L'inconfort des apprenants les expose à toutes sortes de maladies, torticolis, courbatures, etc. L'établissement créé il y a 2 ans fonctionne avec une sorte d'hangar en tôle. Certains étaient assis à même le sol et d'autres
sur le public implanté par les parents. Vous voyez que l'acquisition des apprentissages n'était pas aisée. Les classes de 6 les cours préparatoires se partagent, ce qui tient lieu de salle ici. Pas besoin de le mentionner, ceux qui ont des fournitures scolaires sont de véritables privilégiés. Pour atténuer les difficultés des écoliers, 30 tables bancs pour les 50 apprenants ont été offertes à ces enfants dont la volonté d'acquérir les savoirs bute aux conditions difficiles d'apprentissage. Nous avons vu les conditions dans lesquelles les élèves, les écoliers apprennent. Il fallait faire quelque chose. C'est ce geste minimum, c'est cet élan de solidarité qui nous a conduits aujourd'hui à l'école publique de Bidou. Ces dons en table banc que nous avons reçus ce matin est un symbole fort et est un symbole manifeste de la volonté de l'encadrement de nos enfants. Dans la Damawa, les établissements comme l'école publique de Bidou sont légion. Des écoles et lycées sont créés sans aucune commodité d'apprentissage, salles de classe, enseignants ou espaces d'implantation, renforçant la sous-scolarisation et l'analphabétisme dans une des régions les moins avancées du Cameroun. Ils n'avaient que leurs yeux pour pleurer devant la démolition de leurs différents ateliers. Aménagés entre le lieu-dit BP Cité et le carrefour Agip à Douala, des artisans du bois ont dénoncé de nombreux dégâts matériels à la suite des casses perpétrées selon eux sans un préavis de déguerpissement. Reportage Dallas Chana et Isabelle Carole Zoupet. Des commerces complètement détruits, d'importantes quantités de marchandises emportées. Une pilule dure à avaler pour les commerçants qui occupent l'emprise sur la voie publique du lieu-dit BP Cité au marché Mbopi, victimes de ces casses dans la nuit du 25 au 26 janvier 2021. Aux environs de 23 heures, nous étions en train de travailler dans la nuit parce que nous sommes sous pression. On a les commandes des clients qu'on devait livrer aujourd'hui. Subitement, la communauté urbaine a débarqué. Ils ont commencé à porter nos chaises et casser nos tables. Oui, ils ont porté comme ça et on s'est plaint. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont cassé les hangars, ils ont porté tous les salons, ils ont porté tout le matériel. Ils sont partis avec. Le gouvernement doit essayer de voir, de nous comprendre. On a où aller. Les larmes aux yeux, ces occupants qui demandent que leurs biens leur soient restitués disent n'avoir en aucun moment été prévenus de ces casses orchestrées par la mairie de Douala 3e avec l'appui de la mairie de la ville. Nous sommes venus le matin, on a vu que on a tout cassé et tout le matériel qu'on a aussi, ils ont parti avec. Même le sauce qu'on a fabriqué, ils ont parti avec. Même le commandes qu'on a fait aux gens, ils ont parti avec. Personne n'avait pas signalé qu'il y a un problème. On va quitter ici. On a seulement trouvé comme ça, on ne connaît pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est trop mal. C'est trop mal. Ils disent avoir pourtant reçu l'accord de ces mêmes autorités pour occuper ces espaces. Ici, là, n'est-ce pas, c'est un village artisanal. Oui, c'est la communauté qui nous a placés ici. Et c'est eux qui ont demandé, qui nous ont permis de construire les stands comme on a construit là. Et puis ils sont déjà même en réunion avec eux. Oui, à Bonanjo. Ils ont dit de construire. Contactés, les responsables de la communauté urbaine de Douala affirment que c'est une opération de lutte contre le désordre urbain qui vise à donner un visage plus radieux à la capitale économique. Une action, poursuivent-ils, qui va s'étendre dans les tout prochains jours dans plusieurs autres quartiers de Douala. Et les populations résidentes à Douala 5e, elles attendent aussi l'arbitrage des autorités administratives sur ce qu'elles considèrent comme des risques d'insécurité et de désordre urbain. C'est l'aménagement des établissements de divertissement au lieu dit Denver Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de Douala. Les populations sont sorties manifester contre les différents projets en cours qui, selon elles, sont des sources d'insécurité, d'insalubrité et surtout de désordre urbain. Explication avec Steve Eboulet et Donald Brice Kamgan. Cette fois, ils sont arrivés munis chacun d'une pancarte. Les messages qui y sont inscrits résument leurs revendications. Non aux nuisances sonores, non à l'insalubrité, non au désordre urbain. L'objet de leurs inquiétudes, c'est cet espace commercial. Il se développe sur le terre-plein, au cœur du lieu dit Bloc 20 à Denver, au quartier Bonamoussadi. Ici au quartier, nous ne voulons pas ce désordre. Le désordre urbain.
Parce que s'il y a l'agression ici, c'est nous qui allons suivre. C'est nos enfants qu'on va agresser et nos femmes. Il est projeté ici la construction d'un espace de loisirs de type snack bar et grillade. Les riverains révèlent que cette initiative est source d'insécurité, d'insalubrité, mais bien plus, viole les règles de lotissement Maïtu qui couvre cette zone résidentielle. On ne peut pas installer les boîtes de nuit, les bars partout. Ça n'a aucun sens. Il y a seulement une boîte ici, mais tu ne peux pas rentrer ici à une certaine heure. Tu te fais agresser. Alors si on ouvre ici, il n'y aura plus de vie. Les gens vont se faire agresser ici à n'en point finir. En décembre dernier, le préfet du département du Vouri a pris un acte suspendant les travaux et commettant une commission mixte pour constater les conditions dans lesquelles le projet est mené, mais les riverains relèvent avec surprise et regret que le chantier est relancé des plus belles en ce mois de janvier. Nous sommes en train de manifester pour faire comprendre aux autorités supérieures que nous ne sommes pas contents. Il va falloir qu'on nous restitue notre sécurité. Les riverains sont sans concession. Ils demandent que le terre-plein soit aménagé pour un espace vert ou un jardin, comme le prévoient les usages. Le collectif des riverains du lieu-dit Bloc 20 Denver a saisi à nouveau les autorités afin que leur voix soit entendue dans ce conflit qui joue les prolongations. Après la vague d'indignation des Camerounais contre les intimidations et menaces proférées à l'endroit du fort des Bamendjou, il était prévu une marche de soutien le 30 janvier 2021 dans cette localité située dans la région de l'Ouest. Le roi des Bamendjou n'est pas resté insensible aux pleurs, prières et soutiens des Camerounais. Cependant, redoutant une répression violente d'une telle manifestation, le faux Sokudjou Jean Rameau leur a demandé de ne pas se déranger à faire le déplacement pour Bamendjou, car il ne veut pas perdre un seul parmi ces Camerounais. Le roi des Bamendjou préfère que chacun d'entre eux reste là où il est et suive ses indications et ses consignes pour la journée du 30 janvier 2021. Selon le chef Sokudjou, ces Camerounais sympathisants de sa cause doivent méditer de manière sincère en mangeant quelques grains de jujube à 12 heures exactement, a-t-il précisé. Il les appelle à confier à travers leurs prières le Cameroun et tout le pays et tout le peuple camerounais à la protection des dieux des ancêtres. Ensuite, le roi des Bamendjou leur a demandé d'être attentifs au message des dieux des ancêtres. Seule la vérité gouverne et gouvernera le monde, a-t-il indiqué dans son communiqué. Comment réduire les coûts d'entretien routier au Cameroun? De nombreuses municipalités et autres collectivités territoriales décentralisées peinent à pouvoir acquérir des engins pour soulager les populations qui peinent à pouvoir se mouvoir dans plusieurs localités. La mise en place d'une unité d'assemblage des engins de génie civil est perçue comme une première solution selon le gouvernement. D'autres détails avec Marcelin Gansop. Ce n'est un secret pour personne que plusieurs entreprises, et notamment les PME locales, qui gagnent des marchés de réhabilitation des routes et autres aménagements, pêchent souvent par leur faible capacité technique et de mobilisation. Résultat des courses, les travaux piétinent, avec pour corollaire le non-respect des délais contractuels. Ce qui oblige le maître d'ouvrage à procéder contre mauvaise fortune bon cœur à la résiliation de certains contrats. L'assemblage des engins de génie civil sur la place portuaire de Kribi est une aubaine, dans la mesure où, en plus de résoudre le problème de disponibilité, cette nouvelle donne va également contribuer à la réduction des coûts. Vous voyez, chaque fois que nous formons le prix d'une infrastructure routière donnée, il y a un segment important qui est celui des équipements que l'entreprise devra mobiliser pour ses travaux. Maintenant que nous aurons à produire les équipements sur place à des coûts véritablement compétitifs, on va y aller, et cela répond également à notre stratégie d'import-substitution. Nous consommons ce que nous produisons et nous produisons ce dont nous avons besoin. Pour les collectivités territoriales décentralisées qui sont les maîtres d'ouvrage délégués, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la réalisation des infrastructures routières et autres aménagements urbains. L'idéal pour chaque commune, par exemple, étant de disposer d'au moins un engin de génie civil, surtout à
l'ère de la décentralisation qui doit quitter les discours pour se concrétiser sur le terrain. C'est une aubaine pour les collectivités territoriales décentralisées. Parce qu'une commune, une communauté urbaine sans matériel de génie civil, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va à la chasse, à la poursuite d'un bandit avec des babouches. Il faut le faire car ces équipements du génie civil, comme je l'ai dit, sont en quelque sorte les lubrifiants de tout ce que nous pouvons entreprendre dans les aménagements. Les communes, certes, et les régions vont s'investir davantage dans les aménagements des routes, les constructions, l'entretien, la réhabilitation, la création de cette usine, son opérationnalisation s'inscrit dans la dynamique globale des activités relevant de ce secteur du génie civil. Le souci pour le ministère des Travaux publics aujourd'hui est de relever le défi de la bonne exécution et de la célérité dans la réalisation des travaux routiers. Plus de 90 000 km de routes en terre nécessitent des entretiens réguliers. Pour ne prendre que cet exemple, les communes qui sont désormais au premier plan de ce travail de veille, ceci en bonne intelligence, avec les services déconcentrés du MINTP, voient d'un bon œil l'assemblage sur place au Cameroun d'engins de génie civil. Pourquoi faut-il impliquer davantage les femmes dans le processus de résolution des conflits à travers le monde, et notamment au Cameroun? La société civile interpelle encore le gouvernement sur la place des femmes dans la résolution des conflits multiformes et des crises qui secouent la République du Cameroun. Pourtant, le pays a adopté depuis 3 ans un plan d'action national pour l'application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité exigeant l'introduction des femmes dans les commissions visant à résoudre des conflits à travers le monde. D'autres détails avec Equa Claude et Xavier Foka. 21 ans après l'adoption de la résolution sur la pleine participation des femmes au processus de prévention des conflits et de consolidation de la paix, encore appelée la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, un constat frappant mérite d'être établi. Les femmes camerounaises sont très peu mêlées, mieux, impliquées dans les processus qui concourent à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix. Pour cause, la résolution demeure inconnue de beaucoup. Les personnes qui en souffrent le plus ne parlent ni français ni anglais. Déjà en 2016, nous demandions que cette résolution puisse descendre sur le terrain et être expliquée même dans les langues maternelles. Donc c'est ce que nous attendons. Tant que la population qui en souffre, qui souffre de ces conflits, n'est pas au courant, elle ne peut pas efficacement utiliser la résolution 1325. Plus grave, le caractère non contraignant de la résolution donne la liberté aux États membres du système des Nations Unies de lésigner sur les moyens de son application. Face à cette réalité, des organisations de la société civile se sont réunies en vue d'apporter leur contribution à la revue du plan d'action national sur cette résolution et faire l'autopsie du premier plan d'action national qui a expiré en décembre 2020. Le plus gros problème dans le plan d'action, c'est le mécanisme de suivi et évaluation. La société civile, les femmes à la base, ne savent pas comment s'engager dans le mécanisme, comment contribuer. Ça, c'est un véritable problème. Et aussi, il y a un problème de communication, véritablement. Si ce problème n'est pas réglé, même au niveau du plan deuxième génération, on aura des soucis. En plus de ces aspects, l'implication des femmes elles-mêmes, principales bénéficiaires de cette résolution, reste insuffisante. Et il est important également que toute femme à la base soit impliquée. C'est pourquoi nous pensons que dans le plan deuxième génération, nous souhaitons véritablement qu'il soit local, c'est-à-dire que les 360 communes du Cameroun puissent avoir des plans d'action communaux pour permettre aux femmes à la base, au niveau des communes, de pouvoir contribuer et faire remonter les contributions au niveau national. Si la résolution 1325 a été adoptée en octobre 2020, c'est seulement en 2017, soit 17 ans plus tard, que le Cameroun y adhère avec l'adoption de son premier plan d'action national. 3 ans plus tard, le bilan pousse les organisations de la société civile à revoir leur stratégie. C'est l'un des objectifs de la loi des finances 2021. L'administration douanière doit mobiliser près de 800 milliards de francs CFA
en 2021. Cependant, un objectif pareil se heurte à l'environnement économique difficile et aux crises sécuritaires qui ont plongé 3 régions dans des conditions où il n'y a aucune collecte des taxes douanières. Dans un tel environnement, quelle équation doit être mise en place pour faire face aux enjeux de collecte et sécurisation des taxes douanières? Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, lors de la journée mondiale de la douane, a indiqué une feuille de route à suivre. D'autres détails avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. D'un objectif de départ fixé à 859 milliards de francs CFA, le gouvernement a dû revoir ses prévisions pour finalement plancher sur 650 milliards. La faute au coronavirus. Et pourtant, la douane camerounaise est allée bien au-delà des attentes. La Direction générale des douanes a mobilisé 705,2 milliards, soit un taux de réalisation de 108,5% et une plus-value de 55,2 milliards. En dehors de recettes budgétaires s'ajoutent d'autres recettes mobilisées par la Direction générale des douanes d'un montant de 151,4 milliards. C'est dire qu'en dépit des crises sécuritaires et de la pandémie du Covid-19, l'administration douanière a su rester debout. Mais pour 2021, le gouvernement en attend davantage des gabelous. La barre est fixée à 800 milliards de recettes attendues. Ce sont ces performances qui ont permis au gouvernement d'assigner à l'administration des douanes et aux autres services d'assiette des objectifs encore plus ambitieux. Parce que vous le savez, 2021 va être une année, nous l'espérons, une année de relance. Les douanes doivent jouer leur part. Mais les douanes sont également là pour protéger le territoire national. Et vous avez entendu tout ce qui a été fait pour la saisie de l'or, pour la saisie des pièces défendues, etc., etc. Cela est également une contribution essentielle à la protection du territoire national. La douane camerounaise se voit également assigner un rôle non négligeable dans la nouvelle politique du gouvernement qu'on appelle l'import substitution. Le sujet est d'ailleurs inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil de cabinet à l'immeuble Étoile. Parce que si nous voulons promouvoir la production locale et les producteurs locaux, il faut également que nous nous protégions. C'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte que ceux qui importent au Cameroun des produits que nous pouvons produire nous-mêmes localement, cela paye des taux de douane un peu plus élevés. La célébration de la 21e journée mondiale de la douane donne l'occasion d'honorer et de promouvoir au grade supérieur celles et ceux qui travaillent sans relâche à l'atteinte des objectifs. Mention spéciale au commandant Joseph Poumier qui, au bout d'une trentaine d'années de carrière, vient de passer le témoin à la jeune génération. La jeune génération, c'est tout simplement le travail, le dévouement, l'intégrité, l'engagement au service de la patrie. Tout ce que je peux dire, et surtout l'éthique. Savoir qu'un acte isolé, même isolé, lorsque ça en fait un regret d'éthique, ça empêche le Cameroun d'émerger, de progresser. Comme il est de tradition, la fête dédiée aux douaniers s'est achevée par un défilé militaire, lequel a permis aux gabelous de battre sur le macadam à la base aérienne 101 de Yaoundé. Pour la lutte contre la fraude liée à la flore, la faune. Des modules de formation des militaires ont toujours suscité l'intérêt de l'opinion publique nationale. Dans le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba, des élèves sous-officiers ont initié une marche sous le regard attentif de leurs supérieurs. Une marche qui va durer près d'une semaine entre Koutaba et Yaoundé. Et durant cette marche, des soldats camerounais en formation, des actions sociales vont être menées en faveur des populations le long de leur itinéraire. D'autres explications avec Jean-Paul Chouniat et Mama Soufort. Un paquetage de plus d'une trentaine de kilogrammes sur le dos. Ces militaires stagiaires au cœur de la nuit noire sont en plein dans la marche commando. Un exercice physique d'endurance qui marque la fin de leur formation au CIESO, le centre d'instruction des élèves sous-officiers de Koutaba. Il s'agit d'une marche d'endurance qui clôture un peu la formation des élèves sous-officiers du contingent 2019. Donc on a normalement une semaine pour arriver à Yaoundé. Partis donc de Koutaba, l'Ouest Cameroun, stagiaires et encadreurs sans exception, marchent de jour comme de nuit, bravant la rudesse du soleil en journée et le froid plus ou moins glacial de la nuit. Ici, le bon exemple vient d'en haut.
La première vertu d'un chef, c'est l'exemplarité. Les gens copient plus et retiennent plus ce qu'ils ont vu que ce qu'ils ont entendu. Donc quand ils me voient marcher, ça les encourage. Moi-même, je continue à m'entraîner parce qu'un jour, la hiérarchie peut me solliciter pour une épreuve d'endurance. Il faudrait que je sois à la hauteur. Et pendant cette marche commando sur près de 400 km de bitume à piétiner pour rallier Yaoundé, le siège des institutions, les stagiaires du CIESO, QV et SOA posent des actions civilo-militaires dans plusieurs localités traversées, comme ici à l'école publique bilingue de Manka dans le Noun. Distribution de matériel didactique, don de drapeaux tricolores, pour un exemple de patriotisme au fondement des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'intégrité territoriale du Cameroun. Une marche d'endurance, ça permet également de créer un lien armée-nation parce que nous avons des actions civilo-militaires que nous allons accomplir au niveau des écoles. On va mettre des drapeaux au niveau des chaufferies. On va faire des soins gratuits pour la population. Une fois arrivés à Yaoundé et leur bagage au sol, ces stagiaires auront réussi avec brio l'examen final qui les consacre commando plein, prêts à aller défendre les couleurs nationales à l'appel du devoir patriotique et républicain sur divers fronts. La traque aux bandes armées au Cameroun anglophone, Boko Haram à l'extrême nord et les rebelles centrafricains à l'est Cameroun. Et mettons le cap sur la République centrafricaine où des soldats camerounais sont engagés au sein de la MINUSCA afin d'assurer la sécurité dans ce pays en état d'urgence. Le gouvernement centrafricain se félicite de la reprise de plusieurs localités qui étaient jusqu'ici entre les mains des rebelles. Il dit avoir tué près d'une 50aine de rebelles lors des affrontements violents durant ces dernières heures. Et en Ouganda, la justice lève l'assignation à résidence de l'opposant Bobi Wine. Pendant ce temps, au Ghana, les obsèques officielles de Jerry Rawlings se poursuivent. La mouture internationale est signée Mathilda Kemazou et Nadine Yambo. Après des semaines d'escalade de tensions dans la ville de Boyali, au nord-ouest de la Centrafrique, les forces gouvernementales, avec l'appui des forces alliées, ont mené une offensive d'envergure contre les groupes rebelles dans la zone. Ils ont subi de lourdes pertes, bilan 44 rebelles abattus et 3 d'entre eux capturés. Accusés de vouloir imposer un blocus de la capitale Bangui et de renverser le régime du président Touadéra, l'armée centrafricaine a lancé un assaut contre cette groupe rebelle allié au sein de la coalition des Patriotes pour le changement qui sémait la terreur dans le pays. Plus de 12 000 casques bleus ont été appelés en renfort aux côtés des forces de sécurité. L'armée centrafricaine reprend ainsi le contrôle de la zone de Boyali, tombée entre les mains des milices le 22 décembre dernier. Le regain d'insécurité a poussé le président de la République à décréter l'état d'urgence de 15 jours. Ces dernières semaines, des milliers de civils ont fui les combats pour trouver refuge dans des pays voisins tels que le Cameroun. Malgré la fermeture de la frontière entre les deux pays, des centaines de personnes affluent chaque jour dans le camp de Gado à Garoua-Boulaye dans la région de l'Est. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 5000 personnes sont logées dans ce camp. Près de 300 nouveaux abris d'urgence ont été construits pour accueillir ces nombreux déplacés centrafricains. En Ouganda, l'opposant Bobi Wine et principal challenger du président Yoweri Museveni, désormais libre de tous ses mouvements. La justice ougandaise a levé le blocus autour de sa résidence. Policiers et soldats lourdement armés étaient déployés devant les portes de son domicile depuis le 14 janvier pour l'empêcher de se mouvoir. Toutes les entrées étaient filtrées par les forces de sécurité. Selon la Haute Cour de justice,
Cette détention est jugée illégale. En réponse, le gouvernement justifie cette assignation à résidence surveillée pour éviter de nouvelles manifestations de l'opposition après que l'opposant Bobi Wine ait qualifié la récente élection présidentielle de mascarade politique, dénonçant de nombreuses irrégularités ayant entaché le scrutin. Les derniers adieux du peuple ghanéen à l'ex-chef d'État Jerry Rawlings. Des hommages officiels se déroulent depuis dimanche. Membres du gouvernement, leaders politiques, chefs traditionnels et religieux se succèdent autour de sa dépouille pour lui rendre un dernier hommage. L'actuel président de la République, Nana Akufo-Addo, et le chef de file de l'opposition, John Mahama, prennent part à ses obsèques. Décédé le 12 novembre dernier des suites de maladie, Jerry Rawlings sera inhumé ce mercredi au cimetière militaire d'Accra, la capitale. Arrivé au pouvoir en 1981, après 2 coups d'État successifs, Jerry Rawlings aura dirigé le pays d'une main de fer durant 19 ans, dont 11 ans de dictature et 2 mandats présidentiels. Malgré tout, il est reconnu comme étant celui qui a rétabli les libertés démocratiques dans son pays. Il reste aujourd'hui comme un symbole politique et une figure marquante du panafricanisme sur le continent africain. Et une autre en football, la première affiche des quarts de finale du CHAN est connue. Le Cameroun affronte la République démocratique du Congo samedi à Douala à partir de 20h. Et le Mali croise le fer avec le Congo-Brazzaville le même samedi. Pour les autres rencontres, elles sont encore en cours. Ce soir, l'Ouganda mène le Maroc 1-0 après 33 minutes de jeu. Pendant ce temps, le Togo et le Rwanda sont encore à un score vierge pour suivre l'analyse des performances de ces différentes équipes de football. Ne manquez pas l'émission spéciale à suivre juste après l'émission Parole de femmes, émission spéciale présentée par Sylvestre Hippolyte Zangaou en présence des consultants de haut vol qui vont déchiffrer et décoder les performances des différentes équipes engagées dans la compétition africaine de football. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. La marche de soutien au roi des Bamendjou n'aura plus lieu. Du moins, c'est le souhait du chef, le faux Sokoudou Jean Rameau, qui ne souhaite pas perdre l'un de ces Camerounais acquis à sa cause. Pour lui, la vérité gouverne et gouvernera toujours le monde. Il leur demande plutôt d'observer des minutes de méditation dès 12h le 30 janvier 2021 en mangeant quelques graines de jujube et en confiant le Cameroun et le peuple camerounais au Dieu de nos ancêtres afin qu'ils puissent suivre le message qui leur sera délivré. Il souhaite être celui qui partira le premier et que les autres Camerounais restent pour pleurer son départ. Il dit être en parfaite forme et il dit aussi qu'ils doivent rester confiants quant à l'avenir du Cameroun. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.